Bienvenue sur Prépare-toi. Aujourd'hui, séance numéro 10 de physique-chimie. Après avoir fait un petit peu de chimie la semaine dernière, ce qu'on va regarder cette semaine, c'est vraiment de la physique, donc mécanique, interaction gravitationnelle et satellite. Alors, quelles sont les notions qu'on va voir aujourd'hui? Donc, tout ce qui est vecteur vitesse et accélération en particulier, en utilisant le repère de Freinet, c'est un repère qui peut poser parfois problème à certains d'entre vous. Et en l'utilisant un petit peu, au final, on s'aperçoit que c'est pas si compliqué que ça. On va démontrer la troisième loi de Kepler dans le cas d'un mouvement circulaire. Et on va faire ça à travers une résolution de problème. Alors, résolution de problème, on en a fait quelques-unes. C'est vraiment quelque chose qui est super important quand vous êtes en prépa. C'est des choses que vous allez faire plutôt à l'oral, donc lors des interrogations orales en colle par exemple, et aux oraux de concours, mais vous pouvez aussi en avoir aux écrits de concours. Alors l'idée c'est qu'on vous présente une situation à travers par exemple une image, des données qu'on va vous donner, un petit texte, et on va vous poser une question souvent assez ouverte, où vous pouvez éventuellement avoir plusieurs réponses possibles, mais dans la question, vous n'avez pas forcément beaucoup d'indices. Donc en fait, il va vous falloir vous servir des notions que vous connaissez et aussi de l'expérience que vous avez un petit peu, donc en termes de pratique en exercice. Donc plus vous vous êtes entraîné, plus vous allez avoir de recul sur une situation donnée et plus vous allez avoir d'idées pour répondre à la question. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on va utiliser aujourd'hui. Pour cette résolution de problème, on va s'intéresser à un satellite géostationnaire. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un satellite géostationnaire? C'est un cas particulier d'orbite. Donc, un satellite géostationnaire, c'est un satellite qui va avoir une orbite qui est circulaire dans le référentiel géocentrique. Donc, je vous rappelle, le référentiel géocentrique, c'est celui qui va avoir pour origine le centre de la Terre et des axes dont la direction va être donnée par 3 étoiles lointaines. En particulier, du coup, on peut remarquer, et c'est vraiment ce qui est particulier propre au satellite géostationnaire, c'est que sa période de révolution, c'est-à-dire la période pendant laquelle le satellite va faire un tour autour de la Terre, est la même que la période de rotation de la Terre sur elle-même. Donc c'est-à-dire 23 heures, 56 minutes, 4 secondes, soit en secondes 86 164 secondes. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire d'un satellite géostationnaire? Un satellite géostationnaire, c'est un satellite pour lequel, donc si vous avez un observateur qui se situe à un instant donné juste en dessous et qu'à sa verticale, il voit le satellite, et en fait, quel que soit le moment de la journée où il va regarder, il va revoir le satellite puisqu'il va tourner à la même vitesse que il va avoir la même période de révolution que la période de rotation de la Terre. Donc ça, c'est un satellite géostationnaire. On vous donne quelques données, notamment la constante gravitationnelle, la masse de la Terre, la masse du satellite, le rayon de la Terre. Et la problématique ici, c'est déterminer à quelle altitude se situe le satellite en orbite géostationnaire. Voilà. Donc, ce que je vous propose, c'est de mettre la vidéo en pause, essayer de chercher un petit peu comment répondre à cette question. Et on continue avec la correction juste après. Alors, petite chose que j'ai oublié de vous dire aussi, c'est que l'énoncé du coup de cette résolution de problème se trouve en lien dans la description et vous avez également les éléments de correction qu'on va voir juste ici. Donc soit vous pouvez regarder ça sur la vidéo, soit vous pouvez regarder ça à partir du document PDF. Comment est-ce qu'on va résoudre ce problème? Alors pour cette résolution de problème, on peut penser à utiliser la troisième loi de Kepler, qui vous dit que la période de révolution du satellite au carré divisé par le rayon de l'orbite circulaire au carré va être égale à une constante K. Donc cette relation, en fait, c'est quelque chose qu'il faut que vous sachiez établir, donc déjà en terminale, dans le cas d'un mouvement circulaire. Et du coup, on sait également ici que RS, ce sera égal à RT plus H, avec ici RT le rayon de la Terre, et H l'altitude que vous cherchez. Donc au final, si vous arrivez à déterminer K, vous arriverez à trouver une expression pour H, et grâce aux valeurs numériques ensuite que vous avez dans l'énoncé, aux différentes données, vous allez pouvoir déterminer H. Alors comment déterminer l'expression de K? Dans un premier temps, il va falloir préciser le système qu'on choisit d'étudier, le référentiel, effectuer
un bilan des forces et appliquer la seconde loi de Newton. Une fois qu'on aura fait ça, on va obtenir une première expression pour la vitesse du satellite et on va essayer de chercher une deuxième expression, sachant qu'ici on a un mouvement circulaire, donc deuxième expression pour la vitesse, et on va en déduire l'expression de k. Une fois qu'on aura fait ça, on va déterminer l'expression de RS, puis celle de l'altitude h, en sachant que RS égale RT plus h, à partir de la troisième loi de Kepler, puisqu'on connaîtra l'expression de h. Une fois qu'on aura fait ça, on aura donc l'expression de h, et il suffira d'effectuer une application numérique pour obtenir l'altitude h d'un satellite géostationnaire. Donc, je vous laisse effectuer ça. Si vraiment vous avez du mal, n'hésitez pas donc à reprendre la suite de la vidéo et même à vous arrêter en cours de route. Dans un premier temps, donc, on va déterminer k. Alors pour faire ça, on va avoir besoin d'établir la troisième loi de Kepler. Alors qu'est-ce qu'on va faire ici? Donc on va considérer comme système un satellite de masse m, donc c'est le satellite géostationnaire qui va nous intéresser. Comme référentiel, on va se placer dans le référentiel géocentrique supposé galiléen, puisque c'est dans le référentiel géocentrique ici que l'orbite va être circulaire. Pour l'étude, on va utiliser le repère de Fresnel, donc avec une origine O, donc qui va être le centre de la Terre, et deux vecteurs UN. Donc là, ça va être un vecteur donc, qui va être perpendiculaire à la trajectoire et dirigé vers le centre de la Terre, et UT, un vecteur qui va être tangent à la trajectoire et dans le sens qui est donné par celui du vecteur vitesse. On effectue un bilan des forces. La seule interaction qu'on va considérer ici, c'est l'interaction gravitationnelle qui est exercée par la Terre sur le satellite, qu'on va noter Ft, donc pour Terre, donc qui va être égal au produit de la constante gravitationnelle par la masse de la Terre, multiplié par la masse du satellite et divisé par la distance entre donc, le centre de masse de la Terre et le satellite au carré. Et donc le tout donc, selon le vecteur UN ici dans le repère de Fresnel. À partir de là, on va pouvoir appliquer le principe fondamental de la dynamique qui vous dit que le produit de la masse du satellite par l'accélération va être égal à la somme des forces extérieures qui s'exercent sur le système, qui est donc ici le satellite de masse m. Ici, cette somme se résume uniquement à l'interaction gravitationnelle exercée par la Terre, donc Ft, et ici on la remplace par l'expression qu'on a donnée juste avant. Une fois qu'on a écrit donc le principe fondamental de la dynamique, on va aussi regarder ce que vaut l'accélération dans le repère de Fresnel. Donc la composante normale ici donc, au mouvement va être égale à v carré sur le rayon du coup de l'orbite, tout simplement, donc pas le rayon carré. Et ici on va avoir la dérivée en fait, de la vitesse par rapport au temps. Ensuite, donc l'idée, ça va être de regarder quelles sont les expressions associées à chacun de ces termes en utilisant la seconde loi de Newton. Donc, grâce à la seconde loi de Newton, ici, donc on a juste à multiplier l'accélération par a. Donc, on va avoir ms fois v au carré divisé par rs qui va être égal à la constante gravitationnelle fois la masse du Soleil, du satellite fois la masse de la Terre divisé par rs au carré. Et on remarque que la dérive de v par rapport au temps est égale à 0. Alors, ici, donc, si je réécris ça, on voit que les masses, ici, donc la masse du satellite va se simplifier des deux côtés et on va obtenir v carré égale g fois mt divisé par rs. On remarque aussi donc, que la dérivée de la vitesse par rapport au temps est nulle. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? Donc, deux choses. Premièrement, une première expression du coup pour la vitesse qui va être égale à racine de g fois la masse de la Terre divisé par le rayon de l'orbite du satellite. Et deuxième chose, la valeur de la vitesse est constante. On sait également que l'orbite était circulaire, donc le mouvement est circulaire, et qui plus est, du coup, il est circulaire uniforme. Donc on va utiliser ça dans la suite pour déterminer une deuxième expression pour le vecteur vitesse. Ici, donc, on reprend donc la première expression qu'on vient de trouver à l'instant pour la vitesse. Et on sait également que pour un mouvement circulaire uniforme, la vitesse, ça va être égal au rapport donc, du périmètre du cercle divisé par la période de révolution. Donc à partir de là, on obtient donc V égale 2π fois RS, donc le rayon de l'orbite, divisé par la période de révolution. On a donc obtenu deux expressions pour la vitesse qu'on va ici égaliser.
Donc on obtient ceci. On va élever cette expression du coup, cette relation pardon, au carré, et on obtient ceci. Et ensuite on va exprimer RS en fonction du reste. Donc ici, vous remarquez que si je multiplie en haut et en bas par RS, je vais me retrouver avec du RS à la puissance 3. Et je vais ensuite multiplier par TS au carré divisé par 4pi carré pour obtenir cette relation. Donc j'obtiens RS à la puissance 3 qui vaut ceci. Alors moi, ce qui m'intéresse, ce n'est pas RS au cube, mais RS tout court. Et donc le rayon, je vais l'obtenir en prenant directement ce que j'obtiens ici à droite à la puissance 1 tiers. Là, on reprend l'expression du rayon de l'orbite qu'on a obtenu. On sait également que le rayon de l'orbite, c'est égal donc, au rayon de la Terre plus l'altitude h, hein, qui est finalement la distance par rapport, entre le satellite et la surface de la Terre. À partir de là, donc, du coup, on sait que h, ça va être égal à RS moins RT, donc on reprend cette expression à laquelle on va soustraire RT, donc le rayon de la Terre. Ensuite, on effectue donc l'application numérique. Ici, donc, on va utiliser, pour les unités, on va prendre des unités du système international. Donc là, on a des secondes. Ici, on a écrit donc la constante gravitationnelle en unité du système international. Pardon. Là, on a une masse donc en kilogrammes. Et ici, on va avoir donc le rayon de la Terre en mètres. On obtient 35,8 fois 10 puissance 6 mètres, ce qui fait aussi 35,8 fois 10 puissance 3 km. Hein, donc je vous conseille de faire l'application numérique, c'est toujours un bon entraînement. Hein. Notamment, vous allez vous apercevoir qu'on fait assez rapidement des erreurs, donc c'est bien de s'entraîner là-dessus. Donc conclusion pour cette résolution de problème, l'altitude d'un satellite géostationnaire va être d'environ 36 000 km. Pour être sûr d'avoir bien compris cette résolution de problème, ce que je vous encourage à faire pour la semaine prochaine, c'est une autre résolution de problème, cette fois sur la Station spatiale internationale. Alors ici, donc, on vous parle de Thomas Pesquet, donc, qui a effectué 2 séjours dans la Station spatiale internationale. Et on vous donne comme données donc, différentes choses, notamment l'altitude à laquelle se situe la Station spatiale internationale, le rayon de la Terre, la masse de la Terre et la constante gravitationnelle. Donc, on vous demande, donc, en détaillant, calculer le nombre de tours qu'a effectué Thomas Pesquet autour de la Terre par jour. Hein, donc, vous pouvez utiliser, pour vous aider, ce qu'on a fait sur la résolution de problèmes précédentes. J'espère que cette résolution de problème vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires si vous avez des questions ou alors des remarques, des sujets que vous aimeriez bien qu'on traite ensemble. Et on se retrouve la semaine prochaine, donc le 20 décembre.